giovanotti in cerca di scambiare a volti patrioti valori a cristà un sogno cittadella un buli a stanciare un'idea zitella di tempi e tempi fa. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une période qui est méconnue, notamment pour l'histoire de la Corse, qui est celle que l'on appelle l'Antiquité tardive, et plus spécialement la période vandale, au 5e siècle. Donc c'est une période clé pour la compréhension de la Corse, mais d'une manière plus générale, de la Méditerranée. Et vous allez voir que les questions sont nombreuses, et que les chercheurs qui s'intéressent à ces questions sont finalement peu nombreux aussi. Donc on a la chance aujourd'hui d'accueillir le professeur Bertrand Lançon, qui va donc nous parler de cette période dont il est, il ne vous le dira pas parce qu'il est très modeste, mais un des grands spécialistes. Vous avez sûrement, en tout cas ceux qui sont dans la filière histoire, entendu parler, puisque je le montre régulièrement, de ses ouvrages. Le premier, c'est celui-ci, qui est une des grandes références, le monde romain tardif, qui remonte maintenant à quelques années, mais qui demeure vraiment une base pour la compréhension de cette période. L'Antiquité tardive également, que sais-je, et puis le tout dernier, et c'est pour ça que nous avons invité Bertrand Lançon, qui s'appelle, d'une manière interrogative, la chute de l'Empire romain. Alors, une histoire sans fin. Une histoire sans fin. Absolument dire le deuxième terme du titre. Effectivement. Sans quoi on peut se méprendre sur son sens. Absolument. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter le professeur Lançon, et à la suite de quoi, on ouvrira un débat pour répondre aux nombreuses questions qui se posent. Et vous allez voir que c'est un sujet qui est absolument passionnant, et notamment pour des étudiants qui sont en histoire, eh bien, ça peut ouvrir des perspectives de recherche fort intéressantes. Donc, nous vous écoutons pour votre conférence. Merci beaucoup, Jean. Bonjour à tous. Je voudrais remercier Jean Castella de m'avoir invité ici à l'université de Corse à Corti, Université Pasquale et Paoli. Et c'est pour moi un honneur d'être invité dans une université qui porte le nom d'un grand homme. Vraiment. Et c'est un plaisir d'être en Corse. La chute de Rome n'aura pas lieu, c'est le titre qui a été indiqué par Jean Castella. C'est une expression que j'emploie dans mon livre sur la chute de Rome. Et c'est évidemment un pastiche du titre de Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu. Et ce livre de 2017, qui a été traduit en italien l'année dernière, avec un chapitre supplémentaire sur la collapsophilie, c'est-à-dire l'amour de l'effondrement, qui est un trait contemporain qui doit nous porter à la méfiance. Pourquoi c'était une histoire sans fin dans mon titre? C'est parce que on n'arrête pas depuis la Renaissance, pour ainsi dire, à débattre. On n'arrête pas de débattre sur la fin de l'Empire romain, mais on le fait en des termes catastrophistes. C'est-à-dire que on emploie les termes de chute, on emploie les termes d'effondrement, de désagrégation, de décadence. Il y a tout un lexique qui est attaché à la fin de l'Empire romain qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être et qui est le produit de toute une fantasmatique de l'effondrement qui s'est particulièrement développée en Europe depuis le XVIIIe siècle. Je vais y revenir. Le cœur de cette conférence, c'est le Ve siècle.
c'est le 5e siècle et je voudrais tout simplement diviser mon propos en deux parties. Une première, c'est que disent les sources du 5e siècle, qu'est-ce qu'on peut retenir, et puis les confronter à un mot sur la Corse. Donc c'est un sujet à coupure académique, ou à pas du tout de coupure académique, c'est-à-dire en transition. Le 5e siècle, il est tantôt romain, tantôt antique, tantôt barbare et médiéval, on parlera alors de haut Moyen-Âge, tantôt romano-barbare antique, on parlera d'antiquité tardive. Et de ce point de vue-là, il faut rappeler que l'Antiquité tardive, du point de vue épistémologique, c'est une période qui est assez récente. Elle date des années 70-80 du XXe siècle, c'est-à-dire que ça a à peine un demi-siècle. Et non seulement c'est une notion récente, mais c'est une notion qui est sujette à débat. Un grand universitaire italien qui s'appelle Andrea Giardina a consacré au début du XXIe siècle un article sur Esplosione di tardo antico, l'explosion de l'Antiquité tardive, et c'est un humour acide que l'auteur emploie pour dire que on insiste trop sur le culturel, sur le religieux, pas assez sur le militaire, le financier, le politique, et que pour lui, l'explosion de l'Antiquité tardive, que certains font aller du IIIe siècle jusqu'au 8e, est quelque chose d'excessif. Et lui prône une Antiquité tardive qui serait, pour ainsi dire, réduite au 5e siècle. Donc, les historiens eux-mêmes ne sont pas d'accord sur ce qu'est l'Antiquité tardive, puisque vous avez une perception réduite qui fait de l'Antiquité tardive une période réduite à 2 siècles, 4e et 5e, et encore pas tout le 5e. Et vous avez une position très large qui consiste à faire une Antiquité tardive très dilatée, du 3e au 8e siècle, voire jusqu'à la période carolingienne. Comme si l'époque carolingienne était comme une sorte de dernier soubresaut de la romanité. Ce qui n'est pas entièrement faux. Bruno Dumézil partage cette opinion. Donc, le 5e siècle il est tiré à U et à Dia. Même par les médiévistes qui veulent l'intégrer dans leur Moyen-Âge, eh bien, ils vont faire quoi? Un premier chapitre sur le 5e siècle, et ils vont l'appeler l'héritage romain. Bon, si c'est un héritage romain, le 5e siècle, c'est qu'il est romain. Hein, il faut mettre les yeux en face des trous. Donc, que disent les sources? Eh bien, j'ai assisté il y a quelques années à un colloque international sur le 5e siècle qui avait lieu à Fribourg, en Allemagne, et je m'étais penché sur les chroniques latines. Pour le 5e siècle, on dispose de 9 chroniques de langue latine qui ont été écrites donc à partir du début du 5e siècle jusqu'au 7e. Et que disent-elles? Eh bien, précisément, elles ne font pas du tout état d'un 5e siècle qui serait une rupture. Tout est continu. Les changements sont extrêmement ténus, il n'y a pas de basculement. L'exemple le plus fameux, c'est le silence sur 476. L'année 476, c'est celle où Odoacre, un soldat à la solde de Rome, mais pas payé par Rome, justement, entre dans Ravenne, et le petit empereur romain, qui est lui-même un usurpateur de 14 ans, qui s'appelle Romulus, eh bien, lui remet les insignes impériaux. Et pour cette raison, 476 a été choisi par le milieu académique
Et quand je dis milieu académique, c'est principalement celui de la France de la Troisième République, celle de Lavis, qui voulait créer des entités bien fermées, qui étaient les périodes historiques. Et donc, la Troisième République a décidé, du point de vue scolaire, que l'Empire romain prenait fin en 476 et que, si vous voulez, vous vous endormez romain et le lendemain matin, vous vous réveillez médiéval. Ce qui est une absurdité totale, bien entendu. Mais les césures académiques sont souvent peu pertinentes. Donc 476 est donc la fin de l'Empire romain d'Occident, puisque celui d'Orient se perpétue à Constantinople. 476 ne donne lieu dans aucune des chroniques à une notice particulière, sauf une d'entre elles, celle du comte Marcellinus, qui est un chroniqueur de Constantinople, qui écrit vers 534-535. Une chronique qui va de 379 à 533. Et alors lui prend le temps de dire qu'en 476, l'Empire romain d'Occident, qu'il appelle par une licence poétique le royaume d'Hespérie, prend fin et il donne les dates, c'est-à-dire il prend fin tant d'années après la fondation de l'Empire par Auguste, etc. Et donc, pour lui, c'est une charnière. Mais il est le seul à le dire. Alors que, c'est ce qui a fait dire à Arnaldo Momigliano, un historien italien qui a fui l'Italie fasciste pour faire carrière en Angleterre, que l'Empire romain d'Occident avait pris fin dans un silence assourdissant. Et le silence assourdissant, c'est précisément celui des chroniques et des livres d'histoire. Et ce silence, si l'on cherche des termes de rupture, est tout à fait assourdissant aussi en archéologie. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de rupture. Ce qui est étonnant aussi pour le Ve siècle, lorsqu'on regarde les textes, c'est la disproportion, c'est le contraste très fort entre 410 et 476. 410, c'est le sac de Rome par Alaric, un chef wisigoth. Premier sac de Rome depuis 395 avant Jésus-Christ, depuis que les Gaulois sont arrivés au pied du Capitole et n'ayant pu la prendre à cause du cri des oies. C'est un événement, le sac de Rome par les Wisigoths de 410, qui est quantitativement pas extrêmement important, puisqu'il semble que Alaric ait traité avec le Sénat pour que le sac ne dure que 15 jours et que les églises soient préservées. Parce qu'il y a une chose très importante à dire ici, c'est que Alaric était chrétien. Il était baptisé dans ce courant chrétien qui s'appelle l'arianisme, où l'on considère que Jésus est le Christ, mais il n'est pas éternel comme le Père. C'est une distinction très théologique, mais qui a cependant joué un rôle important dans tout l'Occident au Ve siècle, et même au VIe, du fait que tous les rois barbares installés à la place de l'Empire romain au cours du Ve siècle sont de courant arien. Les Vandales, les Wisigoths sont ariens. Le seul peuple qui se distingue des Ariens et qui, pour cette raison, possède un lien très particulier et privilégié avec Rome, ce sont les Francs. Ce sont les Francs puisque, sans doute à Noël 505, 506, Clovis, le roi des Francs, s'est fait baptiser dans le catholicisme, ce qui le distinguait des autres rois.
Et ce qui fait que les Francs jouent un rôle tout à fait particulier, à la fois dans l'histoire religieuse de l'Occident et aussi dans l'histoire de la France. La France est un pays qui porte le nom des Francs, mais il porte le nom des Francs précisément parce que son roi s'est converti au catholicisme, alors que la République française se réclamait comme étant absolument laïque. Là, il y a une sorte de nid de guêpe dont la France n'est pas encore sortie. Donc, 476 est quasi invisible, c'est-à-dire que l'Empire romain se retire sur la pointe des pieds, d'une manière, pour ainsi dire, imperceptible pour les gens qui vivent en Occident, alors que 410 a développé toute une littérature traumatique. Saint-Augustin, Orose, Saint-Jérôme, vous avez des grands auteurs latins du début du 5e siècle qui s'épanchent avec des larmes sur le fait que la mer de l'univers a été prise, que la mer de l'univers a été pillée. Et donc, si Augustin, qui est un évêque d'Afrique du Nord, entreprend l'écriture de son maître ouvrage La Cité de Dieu après le sac de Rome, c'est pour essayer de répondre à des éléments de critique qu'on lui envoyait en lui disant « Si le christianisme est arrivé au pouvoir avec des empereurs romains chrétiens, si l'Empire romain est devenu d'une certaine façon chrétien, comment Dieu peut-il tolérer que Rome soit prise et que cet empire vacille ?» Saint Augustin n'a pas pris la critique à la légère, puisqu'il a mis presque 15 ans à écrire les premiers livres de la Cité de Dieu pour répondre d'une manière à la fois philosophique, mais qui pouvait être considérée comme décourageante, c'est-à-dire tout édifice politique, humain, est voué à la destruction. Donc, vous êtes, vous chrétiens, des résidents étrangers, en quelque sorte, de passage sur la terre. Rome, évidemment, c'est bien, c'est ce qu'on a fait de mieux. Mais Rome n'est pas vouée à l'éternité, ce en quoi il allait contre une pensée sous-jacente de tous les Romains qui était de penser Rome comme aeterna. Donc Augustin, lui, dit il existera un monde après l'Empire romain et il faut vous faire à cette idée. Et de fait est que cette idée encourageait aussi la papauté et les structures ecclésiastiques chrétiennes de l'Occident à se détacher de l'existence étatique d'un État romain. Et de fait, le premier État dont le souverain s'est converti au christianisme n'est pas romain, c'est l'Arménie. De fait, il existait des chrétiens en Éthiopie, il existait des chrétiens dans l'Empire perse. Mais Augustin demandait une discipline intellectuelle très très forte aux gens en leur disant « Ne vous attachez pas à l'État qui existe, il est périssable. Votre avenir, il est ailleurs, il est dans le royaume des cieux. » Deuxième chose que je voulais évoquer dans cette première partie, c'est la survalorisation de la notion d'effondrement et de chute. Bon, là, il y a un grand responsable au XVIIIe siècle, c'est un Anglais, il s'appelle Edward Gibbon, qui a écrit
une histoire du decline and fall of the Roman Empire, histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain. Il a écrit ça, c'est un très volumineux ouvrage, en plusieurs volumes, dans les années 1770. Et Gibbon a un esprit qu'on pourrait qualifier de voltairien, dans la mesure où il est contemporain de Voltaire, et que, comme Voltaire, il juge, il pointe le doigt sur un responsable de la fin de l'Empire romain, qui serait le christianisme. C'est-à-dire que Gibbon, il est normal que Gibbon ait la place qu'il a, parce que son anglais est magnifique à lire. Et dans la civilisation britannique, Gibbon est considéré comme un classique de la littérature avant même que d'être considéré comme un historien. Le fait est que c'est un anglais très très limpide. Il n'est pas besoin d'avoir fait des années et des années d'anglais pour le comprendre. C'est fluide, c'est beau. Mais ce qui est fluide et beau ici, c'est la décadence et la chute. Alors ça me pose déjà un problème logique. Si vous déclinez, il arrive un moment où la chute n'est plus possible, parce que vous êtes déjà au sol. Donc en termes physiques, il y a une forme d'impossibilité. Si vous chutez, c'est que c'est pas forcément que ça ne peut pas être à la suite d'un long déclin. Un historien français a rebondi sur cette question, André Pigagnol, qui était lui très violemment antichrétien et qui a consacré un livre en 1947 à ce qu'il a appelé l'Empire romain chrétien. Le sujet de ce livre, c'était le IVe siècle, de Constantin à Théodose, 312-395. Et le livre de Pigagnol a eu quelques crédits, en particulier à cause de la théâtralité de sa dernière phrase. Sa dernière phrase, qui est restée assez fameuse dans les annales, chez les historiens, c'est « Non, l'Empire romain n'est pas mort de sa belle mort, il a été assassiné. » Assassiné par qui ? Par les empereurs chrétiens qui, en embrassant le christianisme, auraient délaissé les cultes traditionnels païens, jugés comme absolument inhérents au classicisme. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des représentants de cela ? Pas du point de vue religieux, c'est terminé. En revanche, un professeur d'Oxford qui s'appelle Brian Ward Perkins, il y a 6-7 ans, c'était en 2006 son livre, a écrit la chute de Rome et la fin de la civilisation. C'est-à-dire que son titre anglais était d'indiquer une fin brutale, sombre, une sorte de crépuscule. Sur quoi se fonde-t-il ? Eh bien, surtout sur l'archéologie de la Bretagne, c'est-à-dire de la Grande-Bretagne actuelle, où il dit que en quelques décennies, entre 407 environ et 430, la Bretagne est passée de l'ordre romain à un retour au néolithique. Et il dit, pourquoi un tel effondrement ? Bon, je pense qu'il y a des raisons un peu psychanalytiques chez Ward Perkins, parce qu'il est né à Rome, il a connu son enfance à Rome, et donc une Bretagne qui se détache de Rome, c'est en quelque sorte la rupture d'un cordon ombilical qui peut être insupportable. Mais le problème, c'est que la généralisation du titre est absolument inapplicable à la Gaule, à l'Espagne, à l'Italie, où la civilisation romaine ne chute pas au cours du Ve siècle.
Pourquoi? Mais parce que les rois occidentaux, les rois wisigoths d'Aquitaine et d'Espagne, les rois ostrogoths d'Italie, les rois francs de Gaule, eh bien, ils reprennent tous les paramètres impériaux. Ils reprennent la façon de battre monnaie des empereurs. Ils reprennent le latin comme langue de la loi et langue juridique, même s'ils ajoutent des lois spécifiquement gothiques ou franques, encore celles-ci sont-elles traduites en latin. Donc, dans les rois qu'on a qualifiés, je n'ose même plus le faire, de barbares, alors on va mettre de très gros guillemets, dans ces royaumes occidentaux, le roi se comporte en nouvel empereur, avec une fiscalité moins oppressante, et puis ces rois gouvernent en latin, y compris avec des latins de culture considérable. Par exemple, Théodoric qui règne à Ravenne de 493 à 526, un très très long règne, eh bien, il a successivement comme maître des offices Boès, un sénateur romain qui est un traducteur d'Aristote, un très grand savant, et ensuite Cassiodore, qui est un auteur érudit. Donc, la latinité romaine continue d'être un paramètre essentiel dans ces royaumes. La question, maintenant, est-elle réductible à une dualité rupture-continuité? Aucune rupture n'est visible dans les livres de chroniques. Très peu de rupture dans le droit. Très peu de rupture aussi parce que, et ça c'est une des questions qui se posent pour tout l'Empire d'Occident, mais aussi pour la Corse, c'est que la structure épiscopale du christianisme au IVe et au Ve siècle hérite en quelque sorte d'une partie des pouvoirs municipaux et provinciaux de l'Empire romain. Ce qui veut dire que, alors qu'Augustin demandait aux chrétiens de séparer leur destin et leur sort de l'existence d'un État, il se trouve que Léon le Grand, par exemple, au milieu du Ve siècle à Rome, fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans un de ses sermons, il dit pratiquement que bon, nous, Romains, nous avions Romulus et Rémus, maintenant, écoutez-moi bien, nous avons Saint-Pierre et Saint-Paul, qui sont les nouveaux Romulus et Rémus. On change les mots, mais c'est la même gémellité fondatrice qui est à l'œuvre. Et donc, en fait, Léon le Grand épouse complètement la romanité, alors qu'Augustin, 25 ans ou 30 ans auparavant, disait de se méfier, de ne pas joindre son sort à celui d'un État périssable. Alors, vient maintenant la question des causes. Si on pense que l'Empire romain est tombé, en tout cas il a cessé d'exister, mais sans faire de bruit. Ce qui est déjà une chose très différente. Parce que si vous dites une généralité comme « oui, tous les empires sont destinés à s'effondrer », le terme « effondrer », c'est une extrapolation par rapport à « prendre fin ». Prendre fin, ça peut être simplement s'endormir, s'assoupir, s'éteindre, mais sans bruit. Les causes. Alors les causes, elles ont été invoquées par ceux qui disent que Rome est tombée. Là, il y a un maître ouvrage
qui est due à la plume d'un universitaire allemand de Munich, Alexander de Mandt, qui a écrit un gros livre dans les années 80, qui a été réédité pour ses 80 ans il y a quelques années, qui s'appelle Der Fall Roms, en allemand, la chute de Rome. Der Fall Roms, la chute de Rome, qui est aussi un jeu de mots en allemand, parce que le terme Fall veut aussi dire le cas, au sens judiciaire du terme. Donc c'est la chute de Rome, mais c'est aussi le cas de Rome. Quelle a été l'entreprise de Mandt? C'est de faire la liste de toutes les causes de la fin de l'Empire romain telles qu'elles ont été produites, imaginées, rédigées depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Il a établi ainsi une liste qui clôt son livre de 210 causes. Autrement dit, si l'Empire romain a pu tomber à cause de 210 facteurs de chute, autrement dit, tout le fait chuter, tout et n'importe quoi. La liste est si grande que de Mandt a décidé de les sérier. Et donc, les causes militaires, les causes économiques, les causes médicales, les causes naturelles, etc. Il en a fait toute une typologie des causes. Et cette typologie est d'autant plus intéressante que si Rome n'est pas tombée, cause ne signifie rien. Si Rome n'est pas tombée, ce serait la cause de la non-chute ou de la chute. Ça devient absurde. On entre en absurdie. Mais ce qui est intéressant dans le livre de Mandt, c'est que des intellectuels européens se sont escrimés pendant des années et des années, pour ne pas dire des siècles, à trouver des causes à un non-événement. Prenons quelques exemples. La plus connue de toutes, parce qu'elle a fait florès pendant un certain nombre d'années en Europe, c'est les fameuses, j'ouvre et je ferme les guillemets, grandes invasions. Ce terme de grandes invasions est fortement lié au ressentiment français à l'égard de la Prusse. C'est-à-dire que là où on a beaucoup développé les grandes invasions, et le concept de grandes invasions, c'est après la guerre de 1870-1871, où les Prussiens sont allés pratiquement jusqu'à la Bretagne. Et donc, dans la mentalité Troisième République, qui s'est fondée juste à la suite de la guerre franco-prussienne, l'envahisseur, c'est nécessairement le germanique. Ce sont nécessairement les Germains. Et que fait la science allemande au même moment, c'est-à-dire, mais depuis un certain temps, à la fin du XIXe siècle avec Theodor Mommsen et dans la première partie du XXe, c'est le contraire, c'est de dire que les Prussiens, c'est-à-dire les Germains, attention, ce ne sont pas des envahisseurs, ce sont des héritiers de la romanité qui ont sauvé l'Empire romain. Donc eux ne voyaient pas ça comme une grande invasion, ils voyaient ça comme une migration. Donc, est-ce que les barbares, entre guillemets, terme particulièrement gréco-romain, est-ce que ce sont eux qui ont mis fin à l'Empire romain? D'abord, on ne peut pas dire que ce soit une submersion démographique. On a un seul chiffre dans toute la littérature gréco-latine des 5e et 6e siècles, c'est celui que donne Procope, en grec,
lorsqu'il parle des Vandales qui quittent l'Espagne du Sud pour passer en Afrique en 429. Il dit qu'ils étaient 80 000. 80 000, attention, c'est tout le peuple. Il y a les enfants, les femmes, les personnes âgées. Ce n'est pas 80 000 soldats. C'est un peuple de 80 000 personnes qui migrent de l'Espagne du Sud à l'Afrique du Nord. Donc 80 000. 80 000 à l'échelle d'une population... la Gaule, c'est 6-7 millions d'habitants. L'Empire lui-même, on hésite entre 25 et 50 millions. Donc 80 000 sur cette proportion, c'est très peu de choses. Donc il y a eu un rétrécissement territorial, oui, ça c'est vrai, au 5e siècle. L'Empire romain a perdu la Bretagne entre 407 et 411. Pourquoi ? Pas à cause d'envahisseurs, non, pas du tout. C'est parce que une usurpation, celle de Constantin III, a amené les troupes de Bretagne à venir plutôt vers la Gaule-Belgique. Donc les Romains se sont retirés. Ils se sont retirés complètement. Ce que montre très très bien la série d'Alexandre Astier, Camelot, en montrant un soldat romain résiduel. C'est très intéressant, très, très subtilement fait. L'Allemagne, l'Espagne, c'est-à-dire plus exactement la péninsule ibérique, est perdue dans les années 409, 410 et suivantes. Plus tardivement, un petit peu plus tardivement, l'Aquitaine, puisqu'il y a un traité entre les Visigoths et l'empereur Honorius pour une installation en Aquitaine. Et puis ensuite, perte des Gaules du Nord avec les Francs. Là, on va plutôt vers la fin du 5e siècle. J'oubliais l'Afrique qui, elle, est prise par les Vandales entre 429 et 439. Ce qui fait que l'Empire romain d'Occident, dans la deuxième moitié du 5e siècle, se réduit à l'Italie. Et question épistémologique importante, est-ce qu'on va dire Italie et Sicile et Sardaigne et Corse, puisque Italie, Sardaigne et Corse, tout en restant nominalement italienne, voient des pirates vandales installer des bases dans ces endroits-là. Deuxième cause évoquée par De Mant, c'est tout ce qui concerne les maladies et le climat. Cette cause a rebondi tout récemment par un livre d'un Américain qui s'appelle Kyle Harper, qui s'appelait The Fate of Rome, le destin de Rome. Quand on dit fate en anglais, c'est plutôt destin malheureux de Rome, qui a été traduit en français par Comment l'Empire romain s'est effondré. Entre The Fate of Rome et Comment l'Empire romain s'est effondré, non, la découverte est un éditeur qui a voulu faire du titre à l'estomac et dire que les maladies et les causes écologiques et climatiques auraient été à l'origine de la chute de Rome. Or, tout le livre de Harper indique que ce n'est pas le cas. Alors lui, il part sur des études de paléoclimatologue. Il dit, bon, il y a un OCR, Optimum climatique romain, idéal pour l'agriculture méditerranéenne, qui s'épanouit en gros jusqu'à 150 après Jésus-Christ, et qu'après cet optimum climatique romain se dégrade, et qu'au cours du 3e, 4e siècle, 5e siècle, il se dégrade complètement avec l'entrée dans ce qu'on appelle un LILA, Little Ice Age. C'est un petit âge glaciaire
qui aurait créé un refroidissement sur l'Europe méditerranéenne. Sauf que le IVe siècle n'indique aucun refroidissement. Alors il est obligé de faire toute une gymnastique pour dire que, ben oui, ça comme la fin de l'optimum climatique romain commence par une exception. Alors et puis il est bien obligé de dire que au IIIe siècle, il y a eu une grande épidémie, donc plusieurs empereurs sont morts. IVe siècle, pas du tout d'épidémie. Ve siècle, pas d'épidémie. Et la très grande épidémie, c'est la première peste qui date des années 540, c'est la peste justinienne. Or, que doit-il constater? Quelque chose qui infirme totalement le titre français, c'est que s'il y a des accidents climatiques, s'il y a des épidémies, elles sont entièrement détachées des crises politiques, militaires et financières. Il n'y a pas de coïncidence avec un affaissement de l'Empire romain. Et quelqu'un qui le soutient, qui est l'universitaire de Stanford, qui s'appelle Walter Scheidel, va même jusqu'à dire que du point de vue démographique, on est peut-être plus dans l'augmentation de la population que dans la diminution au cours du Ve siècle. Et donc que le problème serait moins la désertification des terres en tant que telle, mais une désertification qui pose problème parce que justement, on n'a pas assez de nourriture pour une population romaine que Scheidel, lui, voit plutôt en haut, vers 50 millions plutôt que vers 25 millions. Autre raison invoquée, le collapsus économique. Si l'Empire romain d'Occident a pris fin au Ve siècle, ce serait à cause d'une crise économique. Alors là, on repose entièrement, pour ainsi dire, sur les cajots des céramologues. C'est-à-dire qu'avec les tessons de céramique, on peut reconstituer à peu près les routes commerciales. Quel type de céramique et aussi quel type de rayonnement? S'agit-il de céramique luxueuse ou commune? Et le circuit est-il court ou lointain? Alors, Ward Perkins s'appuie beaucoup là-dessus pour dire qu'il y a un effondrement de la vaisselle. Mais dites-moi, je vous prie, et là, excusez-moi d'être un tantinet polémique, mais je le fais avec beaucoup de bonne humeur. A-t-on des exemples dans l'histoire universelle de nations ou d'États qui se seraient effondrés en corrélation avec une déperdition de leur vaisselle? Alors, on dira-t-on, oui, la vaisselle, c'est un témoin d'un commerce qui rentre dans l'asthénie. Il y a toujours une production gauloise au Ve siècle, il y a toujours une production africaine, et ces vaisselles sont diffusées dans tout l'Occident. Ce qui se passe, c'est que plutôt, il y a un ralentissement du commerce méditerranéen dans l'ensemble qui fait qu'on ne voit plus guère de céramique occidentale en Orient, en particulier. Donc, la question reste posée, est-ce qu'un empire comme l'Empire romain à cette époque-là peut s'affaisser, décliner pour une raison qui serait purement commerciale? La Méditerranée est effectivement très très importante, mais je dirais qu'elle est encore plus importante politiquement que commercialement, parce que la Méditerranée, c'est ce qui rapproche les provinces de l'Empire romain. C'est pas ce qui sépare, c'est ce qui rapproche. On connaît à peu près les durées.
c'est pas étonnant qu'on dise alors que l'Afrique et Carthage, c'est un suburbium, c'est-à-dire une banlieue de Rome, puisque on sait qu'il fallait au mieux 3 ou 4 jours pour faire Carthage-Rome. Qu'il fallait, s'il n'y avait pas trop de houle ou de tempête, entre 15 jours et 3 semaines pour faire Rome-Alexandrie. En gros, l'Empire romain, c'est un empire où il vous faut 365 jours pour le traverser à pied, entre la Lusitanie et l'Euphrate. Mais vous pouvez aller de l'ouest à l'est de la Méditerranée en 3 semaines, 1 mois, c'est-à-dire que ça va 12 fois plus vite. Donc la Méditerranée, c'est un rapprochement. Et ce qui vaut pour l'Afrique posera évidemment question pour la Corse. C'est l'île la plus proche de Rome. Donc c'est pas 3 jours en navigation pour aller du littoral oriental de la Corse à Rome. La Corse, c'est vraiment la toute proche banlieue de Rome. Seulement, en Corse, il n'y a pas Carthage. Carthage, pépinière d'avocats, études supérieures, entre 80 000 et 120 000 habitants. Là, la Corse n'a pas ça. Collapsus économique, alors on peut penser aussi aux finances. Il est vrai que, en termes d'encaisse or, l'Occident souffre au Ve siècle. Pourquoi ? Parce que les familles de l'Ouest ont tendance à faire des mouvements de fonds vers Constantinople. Elles vont s'installer avec Constantinople en emportant leur or. Et donc, il y a une disette d'or en Occident au cours du Ve siècle qui est observable. Et d'une certaine façon, l'État vit sous perfusion de Constantinople. Mais ce que dit Christine de Laplace, qui a écrit un beau livre sur les Wisigoths, c'est que l'Empire romain d'Occident, sa disparition a sans doute fait plaisir à l'empereur de Constantinople, qui pouvait ainsi retrouver une suzeraineté complète sur l'ensemble de l'Empire. On a aussi évoqué l'aspect délétère du christianisme. Il y avait un paganisme ouvert, avec des rituels, qui a été remplacé par une religion révélée avec une foi et des dogmes. Et là où le bas blesse, c'est que le christianisme, pour lequel Constantin opte en 312, c'est un christianisme divisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs dogmes. Par exemple, les Nicéens et les Ariens. Tout le monde discute de la Trinité ou d'une divinité qui n'est pas trinitaire. Bref, qu'est-ce qu'apporte le christianisme dans l'Empire romain comme ferment de division ? Il y en a un, c'est la théologie. Pourquoi ? Parce que tous les chrétiens n'ont pas les mêmes dogmes, les mêmes doctrines. Et cela crée parfois des climats pratiquement de guerre civile, en particulier dans des villes très chatouilleuses du point de vue religieux comme Alexandrie. Alexandrie, en plus, il y a les Juifs, une forte communauté juive, c'est là où sont nées les synagogues, Alexandrie. Alexandrie, au début du 5e siècle, c'est les Juifs, les Grecs qui dominent les Égyptiens, les Romains, qui sont au pouvoir administrativement parlant, et parmi les Romains et les Grecs, vous avez différentes sortes de chrétiens. Et donc là, Alexandrie, c'est là où, en 415, la savante platonicienne, mathématicienne Hypatie a été assassinée, sans doute sur les ordres des hommes de main de l'évêque Cyril, qui ne tolérait pas qu'on rende visite d'abord à Hypatie avant de lui rendre visite quand on arrivait à Alexandrie. Ce qui montre qu'il y a là, bien sûr, une question de pouvoir.
Donc le christianisme a-t-il été délétère? Non, dans la mesure où la religion a toujours été publique à Rome. L'empereur romain, depuis Auguste, est Pontifex Maximus, et il l'est jusqu'à Gratien en 380. Donc, l'empereur romain a toujours été tutélaire du point de vue de l'autorité sur la religion. Or, en adoptant le christianisme, il fait respecter les décisions des conciles d'évêques par l'autorité publique, mais s'il est baptisé comme Théodose, il doit se soumettre aux évêques. Donc c'est très ambivalent. On a aussi évoqué l'affaissement culturel, alors là je n'en dirai que 2 phrases. Ça vient des latinistes. Les latinistes qui, parce que dans les textes du 5e siècle, trouvent quelques tournures latines qui ne sont pas académiques, disent « Oh là là, il y a un déclin du langage, c'est fini. On n'écrit plus comme Cicéron, donc on plie bagage. » C'est faux. Le 5e siècle est un véritable âge d'or littéraire, de par ses poètes, mais aussi par la multiplication des traités médicaux, par différentes sortes de traités. Le seul changement dans ce monde gréco-latin au 5e siècle, c'est que les Occidentaux commencent à perdre leur grec. Et qu'est-ce qu'on voit dans les rares manuscrits qui restent? C'est qu'on commence à faire des glossaires et des traductions. Au 5e siècle, c'est là où on traduit les fragments d'Hippocrate en latin pour pouvoir les utiliser cliniquement. Ça veut dire que l'Occident se détache de sa matrice culturelle grecque. Il y a un début de séparation qui est très important. Et c'est une rupture ancienne, puisque en Corse, les fondations grecques sont phocéennes. Hein. Et donc, il y a en Gaule du Sud, en Espagne, sur le littoral italien, tyrrhénien, il y a des fondations les plus anciennes qui étaient grecques, et en Sicile aussi. Donc, pas d'affaissement culturel, certainement pas. On a parlé aussi de décadence morale. Alors là, ça prête plutôt à rire. Pourquoi? Parce que Suétone, qui écrit, je le rappelle, au IIe siècle, il écrit à l'époque d'Adrien Suétone, sa vie des 12 Césars, qui est un best-seller. Or, effectivement, Suétone croustille. Il donne des détails croustillants sur les vies des empereurs, etc. Ce qui a fait dire aux auteurs catholiques que l'Empire était devenu orgiaque, que l'Empire connaissait la décadence morale. Mais si vous lisez Suétone, c'est le IIe siècle. C'est exactement le contraire qui se produit au cours des IVe et Ve siècles, en particulier du fait de personnes dont il est très important de ne pas oublier, ce sont les moines. C'est l'éclosion du monachisme, le Ve siècle. Or, qu'est-ce que c'est que le monachisme? C'est une radicalité concernant la morale. Et donc, on n'est absolument pas du tout dans la figure de la décadence morale. Quant à l'affaissement des structures étatiques, sur laquelle je termine là, alors certes, il n'y a plus d'Auguste à Ravenne, mais il y a un Auguste à Constantinople. Un Auguste à Constantinople qui, lorsqu'il s'appelle Justinien, au VIe siècle, cherche à récupérer l'Espagne, l'Afrique, puis l'Italie. Donc, l'affaiblissement des structures étatiques
D'abord, c'est structure étatique romaine, c'est-à-dire la division en cités, en provinces, le fait de regrouper des provinces en diocèses et les diocèses en préfecture du prétoire, ça existe dans l'Empire romain d'Orient jusqu'à la réforme de Héraclius dans la première moitié du 7e siècle. À partir d'Héraclius et de sa réforme, on abandonne le système de Dioclétien et de Constantin et on entre dans véritablement ce qu'on pourrait appeler l'administration byzantine. Quant à l'Occident, au même moment, si on prend Théodoric, eh bien, il a des ministres qui gardent les mêmes noms que ceux des empereurs romains. Il écrit son courrier royal en latin, qui est écrit par ses bureaux qui possèdent le latin. Il n'a pas du tout dispersé ni dissous le Sénat de Rome. Il a rendu visite à Rome et a fait son entrée solennelle comme un empereur romain. Donc, les structures étatiques semblent même conservées dans l'administration de ces royaumes qui remplacent l'Empire romain. Donc, tous ces miroirs font penser que non seulement aucune de ces causes supposées ne suffit à répondre à la question pourquoi l'Empire romain a-t-il cessé d'exister en Occident, aucune n'est opératoire ni opérationnelle, et que même le faisceau de l'ensemble ne coïncide pas. Donc la chute de Rome, l'Empire romain s'est éteint en Occident, mais je dirais que c'est un avatar administratif en quelque sorte. La romanité, elle, est restée. Je voudrais maintenant passer un petit mot sur la Corse et puis quelques éléments qui sont sous forme de questions. En préparant cette conférence, j'ai été dans ma bibliothèque voir un volume paru en 1993. C'est le tome 2 du tome 3 de la Storia di Roma, l'Età tardo-antica, publié à Turin chez Einaudi, donc en 1993, sous la direction d'un grand juriste italien qui s'appelle Aldo Schiavone. Dans ce tome 2 du tome 3, c'est une très grosse collection, et chaque volume est à l'épaisseur d'un dictionnaire. Dans ce volume qui est consacré aux luoghi et culture, les lieux et les cultures, c'est-à-dire que les chapitres traitent de zones géographiques. Donc, cherchons la Corse. On va la trouver dans un chapitre de Cinzia Vismara, et un chapitre qui ne traite pas de la Corse spécifiquement, qui traite de la Sardaigne et de la Corse. Donc Sardaigne et Corse, c'est page 299-307, 8 pages s'il vous plaît. Mais le 2, c'est la Corse, page 304-307. Pourquoi ? Alors là c'est dans un ouvrage extrêmement érudit où trouver seulement 3 pages sur la Corse, donc je me suis trouvé très dépité, avec une carte qui ne voulait rien dire. Bon, c'est une carte muette. Il y a le contour de la Corse, un point avec Aleria, et c'est tout. Et que dit-elle, Cinzia Vismara ? Se le nostre conoscenze sulla Sardegna in età romana sono ancora oggi lacunese, ben più grave è il panorama che offre la Corsica, ove le ricerche sono veramente épisodiques. Page 304. Recherche épisodique. Et dans cet épisodique, elle range les études sur la centuriation dans les cadastres antiques d'Aléria. Alors, la question que je me suis aussitôt posée et que je pose devant vous, c'est est-ce que cet épisodique
vient du manque de sources ou d'un manque d'intérêt pour en trouver, du point de vue archéologique, j'entends. Les études, on le sait, sont concentrées sur Aleria et Mariana, sur une agriculture plus supposée qu'attestée. Et Cinzia-Vismara rappelle que celle-ci donne des indices sur les produits corses exportés alors, à l'époque romaine, les bois précieux, la résine, le miel amer, dont on parlait hier, Jean, la cire. Hein, Philippe Pelgola en a parlé. Alors, des indices sporadiques attestent des établissements romains en plaine, sur les collines, mais sans qu'on ait de dimension, ni de fonction, ni de chronologie. Bref, on est dans le grand flou, y compris sur les traces de routes, de ponts, qui font supposer des relations par cabotage. Bon, je ne reviendrai pas sur Aleria et la fondation de la colonie romaine par Sylla au 1er siècle avant Jésus-Christ, sur ce qu'on a trouvé en termes de murs d'enceinte, de forums, de temples, etc. Donc on a des structures modestes, mais aussi avec des traces de nécropoles importantes. Cinzia-Vismara parle du site de Palazzetto Morotendo. Et puis, il y a cet épisode, alors non seulement il y a 3 pages sur la Corse, mais il y a 2 lignes ultra vagues sur des gens qui sont passés en Corse et qui sont les Vandales. Que dit-elle? Elle dit « La dominazione vandala e la successiva occupazione bizantina non rappresentano per la Corsica un periodo d'isolamento ». Intéressant. Intéressant de dire que le fait que les pirates vandales aient installé des bases sur le rivage corse, que ensuite une partie qu'on ignore ait été reprise au temps de Justinien, elle dit « ça ne représente pas pour la Corse une période d'isolement ». Alors là, c'est l'appétit qui se trouve aiguisé, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'isolement, c'est qu'il y a des preuves de commerce avec l'extérieur. Avec qui, avec quoi? Eh bien, on reste sur sa faim. Elle ne fait que citer le site de Castello, près de Corte, qui révèle, selon elle, la vivacité des échanges au VIe siècle, et le lecteur doit s'en satisfaire. Alors quelles sont les choses que l'on peut glaner aussi? Elle parle de l'existence de 5 évêchés en Corse au IVe siècle. Alors c'est sûr qu'on est très loin des 60 évêchés de l'Afrique du Nord ou de Gaule. Mais 5 évêchés, ça n'est pas rien. Ça pose aussi une question importante, c'est la question du rôle d'un épiscopat comme principale structure d'autorité lorsque l'autorité impériale ou provinciale est défaillante. Donc, là, c'est une question qui fâchait Pigagnol, c'est une question qui, dans le régime de laïcité de la République française, pose problème parce que, effectivement, la Troisième République est une dévoreuse de curés. Et donc, consentir au clergé un rôle politique, un rôle structurel dans des survivances politiques, ici celle de la romanité, c'est certainement, à mon avis, peut-être plus facile en Corse qu'en France continentale. Hein. Ah, honnêtement. C'est une question que j'avance. Question gouvernement. On sait que la Corse est une province romaine.
On le sait par la liste de Vérone de 312, on le sait par un document qui s'appelle la Notitia Dignitatum, qui est une nomenclature de tous les fonctionnaires romains. Et la Corse fait partie des 17 provinces du diocèse d'Italie après la réforme de Dioclétien. Et en tant que telle, elle a forcément un gouverneur de rang perfectissime, c'est-à-dire soit praeses, soit corrector en latin. Seulement, je ne sais pas si la prosopographie peut nous donner un seul nom. On a peut-être un nom et encore. On sait qu'elle existe en tant que province, puisque dans le Code théodosien, qui est le recueil des lois romaines paru à Constantinople en 438 et qui, à Noël de la même année, est acclamé par le Sénat de Rome, il y a quatre édits qui sont nommément adressés à la province corse. Et ce sont des édits qui évoquent des questions de gouvernement. Après, eh bien, on a l'impression d'une discontinuité au Ve siècle. 3 ans après la prise de Carthage, on dit que les Vandales mettent le pied en Corse en 442. Puis s'en vont, puis reviennent en 462. Là, il y a une question qui m'a intrigué en lisant Cincia Vismara. C'est les martyrs corses. Elle parle du martyre de Sainte Julie en 458. Alors là, ça pose question. 458, oui, c'est sous le règne de Jean Séric. Mais Jean Séric, à cette époque-là, il a beau être arien, il ne persécute pas les catholiques. La persécution des catholiques par les rois vandales, c'est sous son fils Hunéric et c'est dans les années 480, 30 ans plus tard. Alors, que vient faire une martyre corse en 458 ? C'est pas tant le fait qu'il y ait une martyre qui me pose question que la date. Qu'est-ce qu'on voit encore ? En 530, là on passe au VIe siècle, la Corse aurait été louée aux Visigoths. Alors ce terme de location, ça m'a fait, évidemment, ça m'a tout de suite posé question parce que entre la France et la République de Gênes, la question de la location s'est posée, c'est une affaire financière. Et puis en 534, après la reconquête de l'Afrique, on a supposé qu'il y avait une reconquête de la Corse, etc. Mais le problème, quand on voit les cartes de ces époques-là, et qu'on essaie de mettre des couleurs aux Vandales et aux Romains, alors pour la Corse, c'est soit rien du tout, soit un liseré de couleurs pour indiquer les époques où les Vandales auraient quelques bases dans la plaine d'Aléria ou sur la côte orientale. Et puis, si l'on dit nouvelle reconquête, alors à ce moment-là, on met toute la Corse aux couleurs de Justinien, comme si les soldats de Justinien arpentaient la Castagniccia ou la Corse centrale. Il faut faire très attention. C'est pour ça que, du point de vue méthodologique, et j'en parlais avec Jean, je pense que si on veut faire de l'histoire de la Corse de l'Antiquité tardive, il est indispensable de passer par une phase de recension des sources écrites qui a déjà été partiellement faite. Mais il faut une recension des sources écrites qui en parlent, complète, avec en même temps une recension des sources archéologiques, cette conjonction permettant d'édifier une chose fondamentale qui est une chronologie
une véritable chronologie qui sache. Une chronologie, c'est ce qui va nous permettre de dire ça c'est certain, ça on ne peut pas le dire. Mais on ne peut pas se permettre en histoire de faire semblant ou de faire comme si. Donc, pour qu'une histoire soit crédible, il faut qu'elle soit attestée par des sources. Le problème, c'est qu'étant province, la Corse, très peu peuplée, elle semble, on en parlait à propos de la location, elle semble perçue comme un domaine foncier plus que comme une circonscription administrative à part entière. Peut-être est-ce justement la proximité de Rome qui fait cela. Alors il y a des similitudes à opérer aussi avec la Sardaigne. Les Vandales, par exemple, oui, ils se sont posés en Sardaigne, ils se sont posés dans les Baléares, ils se sont posés en Grèce, ils se sont posés en Sicile. Donc, c'est important. Il est important de pouvoir répondre à cette question. Y a-t-il des realia vandales en Corse? Et où les chercher? Ça, c'est très, très important. Et puis se dire, si on compare avec la Bétique, province d'Espagne du Sud, qui a reçu leur nom, la Vandalousie, qui est devenue l'Andalousie, c'est les Vandales. Or, les Vandales, ils sont restés là, quoi, entre 410 et 429. Ils ne sont même pas restés 30 ans. Et pourtant, ils auraient laissé leur nom pour que les Arabes, ensuite, à l'époque omeyyade, appellent Al-Andalus, c'est-à-dire le pays des Vandales. Il y a forcément une empreinte quelque part. Donc je pense que si on fait quelque chose pour la Corse, il faut interroger les travaux qui sont opérés pour la Bétique vandale. Ça me semble important d'aller voir ça. Parce que s'il y a très peu de vestiges archéologiques qu'on appelait quand même le pays Al-Andalus, et que Procope dit au VIe siècle que 80 000 Vandales sont passés d'Espagne du Sud à l'Afrique, ça veut dire aussi qu'en Corse, il peut y avoir eu une présence vandale, mais qui n'est pas attestée par des découvertes archéologiques, faute, j'imagine, faute de chantiers suffisants à des endroits importants. Ben oui, c'est la rareté des realia vandales. Est-ce que c'est une rareté des fouilles ou est-ce que c'est une rareté des sites supposés tels? Donc, le travail utile qui me paraît indispensable pour une étude de l'Antiquité tardive en Corse, c'est vraiment une ontologie des sources, une chronologie fine, une cartographie qui pense aux Vandales, qui pense aux moines, qui pense aux évêchés ou aux possibilités d'édifices paléochrétiens comme les baptistères. Ça me semble très, 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 très important. Voilà. Merci pour votre attention. Alors, avant d'aborder les questions, évidemment, de nombreuses problématiques sont posées. Et une qui est particulièrement importante, c'est celle de la divulgation scientifique. Et on peut avoir en tête, par exemple, cette fameuse carte que je fais apparaître et que tout le monde a vue dans les livres scolaires. C'est toujours cette carte qui est dans les livres scolaires, dans les livres d'enseignement, et qui renvoie à la vision donc, de la Troisième République, et qui est évidemment à l'opposé de ce qui vient de nous être dit. C'est donc un élément important à avoir en tête, parce qu'il serait temps justement qu'il y ait un travail à la fois sur le fond et puis même de cartographie qui est réalisé. Donc
On ne va pas montrer trop de cartes, mais il y a un autre aspect qui est important. Ici, on a à la fois des enseignants, on a des guides conférenciers qui sont confrontés à ce problème. Et par exemple, on entend encore dire que Aller a été détruite par les Vandales, comme d'ailleurs Marianne, sans aucune preuve archéologique. Sans aucune preuve archéologique, bien entendu. Je dirais la pauvre Sainte Julie, en fait, on sait qu'elle a été martyrisée à l'époque de Dioclétien, et non pas justement à l'époque vandale. Donc on voit toute cette tendance historiographique qui a été de faire porter la responsabilité des destructions, en tout cas des destructions prétendues, aux Germains, dans le contexte que l'on a pu décrire. Donc la première réflexion que je voulais soulever, c'était qu'en fait cette histoire, elle est faite essentiellement de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on parle, on cherche des Vandales en Corse, on se demande si l'administration romaine est toujours suffisamment efficiente pour encadrer la population, et notamment dans les îles de la Méditerranée, mais pas seulement. En fait, les grands oubliés, les grands absents, ce sont les populations indigènes, les populations qui vivent sur ces territoires. Et ça revient un petit peu à définir ce qu'on appelle le romain. En fait, ce qu'on appelle le romain, enfin les Romains, ce sont les Méditerranéens qui participent justement à cette civilisation romaine. Donc c'est la question que je voulais poser par rapport à la Corse vandale. Si on parle d'une Corse vandale, ça serait une Corse, en fait, qui, au 5e siècle, est essentiellement administrée, je dirais, par des Corses, avec un éloignement du pouvoir central, et qui fait que l'archéologie, notamment Daniel Istre, y a fouillé beaucoup dans la région de Sagone, et il va retrouver essentiellement de la céramique africaine, ce qui prouve les liens, évidemment, commerciaux avec Carthage et le reste de la province d'Afrique. Donc, est-ce que ce que j'évoque, est-ce que c'est une tendance actuelle au niveau de l'historiographie, ou est-ce que c'est simplement, je dirais, lié à une réflexion sur la Méditerranée? Je ne sais pas si on peut parler de tendance. Je pense qu'il faut être prudent dans l'expression Corse vandale. Corse vandale, ça voudrait dire une Corse soumise à l'autorité vandale. Moi, j'aurais plutôt tendance à parler d'établissement vandale en Corse. Et ces établissements, on peut les voir de deux façons, en les supposant d'ailleurs. Soit ce sont des bases de pirates, un peu comme les pirates caribéens avec l'île de la Tortue à l'époque moderne, soit des bases qui pourraient s'approcher un peu des comptoirs vénitiens dans l'Adriatique et dans l'Égée au Moyen-Âge. Parce que les Vandales n'avaient sans doute pas les moyens de conquérir la Corse ou le territoire corse, à supposer qu'ils auraient voulu le faire. Peut-être voulaient-ils plutôt faire de l'eau, faire du bois, faire du commerce, à partir d'espaces soit pris, soit consentis. Je pense qu'il faut le voir comme ça, un peu comme les Sarrasins sur le littoral espagnol à l'époque carolingienne. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a 3 établissements vandales que la Corse devient soudain vandale, mais il existe des établissements vandales en Corse. Je le vois plutôt comme ça. Alors que l'Afrique, on peut parler d'Afrique vandale dans la mesure où il y a un royaume, une structure d'autorité, une occupation de terre et une législation vandale en Afrique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Il y a sûrement des questions qui se posent. Faire passer le micro. Qui entame la réflexion. Donc déjà, merci pour cette intervention. Alors j'aurais une question, mais qui parle vraiment de Rome elle-même, à la fin du 5e siècle.
En ce qui concerne donc cette chute, qui n'en est donc pas une, ces auteurs qui sont notamment britanniques et qui le voient toujours comme une vraie chute brutale et catastrophique, est-ce qu'ils sont persuadés de ce qu'ils disent, ou est-ce qu'une fois de plus c'est de la propagande, si je peux utiliser le mot, ou en tout cas une manière instrumentalisée de parler de ça dans un but politique? Je pense que la chute à la suite de Gibbon, c'est quelque chose qui a régné sur les esprits qui faisaient de l'histoire et qui font de l'histoire à Oxford et à Cambridge. C'est d'ailleurs sans doute une des raisons pour laquelle un des grands historiens de l'Antiquité tardive, qui est aussi un des fondateurs de ce concept, Peter Brown, biographe de Saint-Augustin, s'est exilé. Bon, d'abord, c'est un Irlandais. Ensuite, c'est un Irlandais médiéviste. Et quand il a fait de l'Antiquité tardive, en fait, il a quitté Oxford pour aller aux États-Unis, à Princeton. Il a fini sa carrière à Princeton, sans doute parce qu'il pouvait mieux s'extraire du gibbonisme. Et sa caractéristique principale, c'est que lui, il voit une longue Antiquité tardive qui inclut même l'islam, le premier islam, dans ses études. Et c'est quelqu'un qui privilégie les questions culturelles, religieuses, au détriment, pour ses détracteurs, du fait militaire, du fait économique, etc. Et donc, bon, je pense que Oxford et Cambridge se sont un peu confis dans le gibbonisme. Et je me suis demandé la question, je pose la question en aparté, je me suis même demandé si le Brexit ne faisait pas partie du problème. Parce que c'est quitter l'Europe, c'est quitter l'Empire romain. Donc, j'ai répondu à votre question ? Bonjour, alors merci encore une fois pour votre présentation. Pour revenir aux Vandales et la présentation que vous avez faite sur l'historiographie, alors on n'en est toujours pas à ce que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire une recension des sources et ainsi de suite, mais il y a eu quelques progrès en archéologie, Jean en parlait avec les travaux de Daniel Istres, et sur les sites de l'Antiquité tardive, qui n'ont rien donné à ma connaissance sur les Vandales. Mais pour revenir aux Vandales, une constatation d'abord, il y a quelque chose qui est resté dans l'historiographie corse, locale, c'est cette histoire des évêques qui auraient été chassés par Genséric, qui serait en fait, c'est le seul lieu de mémoire vandale, si l'on peut dire, dans l'histoire de la Corse. Ce seraient ces évêques chassés par Genséric et envoyés très loin en fait, du centre du pouvoir, et qui auraient amené avec eux des cultes de saints africains, ou qui auraient, certains disent même, évangélisé une Corse qui était encore que très imparfaitement évangélisée. Donc, pour l'instant, il ne reste que ça des Vandales en Corse, en attendant des fouilles ou des découvertes archéologiques. J'avais une question aussi pour filer ce que vous disiez sur l'installation vandale. Est-ce qu'on peut considérer que les Vandales auraient pu aussi simplement se substituer à l'administration romaine qui pouvait y avoir dans les villes, et puis pas plus, quoi, passer un représentant du pouvoir vandale à Marianne ou à Aléria, enfin là où il restait de l'administration, où l'administration fonctionnait plutôt, et puis en rester là, quoi. Et puis ensuite utiliser effectivement des bases de pirates, des bases maritimes pour mener des expéditions vers l'Italie, vers Rome, qui les intéressaient plus. En tout état de cause, si on suppose des établissements vandales sur le littoral corse, on est loin des 80 000 que Procope cite pour l'Afrique. Donc là, on est réduit à la supposition que les Vandales auraient été suffisamment armés pour remplacer le petit appareil provincial de Corse, romain. Rien ne permet de l'affirmer, il n'est pas interdit de le supposer, mais enfin, on peut travailler l'idée. Et c'est logique. Quant à Genséric et les évêques, alors
Le problème, c'est que Jean Séric, lui, était notoirement arien, mais il n'a pas vraiment inquiété les évêques nicéens. Là où il y a pu y avoir des fuites, vraiment, c'est au moment de la persécution du Néric dans les années 482-484, où là, il y a pu y avoir des fuites. Il y a pu y avoir des fuites puisqu'on en connaît par les textes à Constantinople. On a enregistré à Constantinople l'arrivée de réfugiés d'Afrique. Et puis un des premiers réfugiés célèbres en 471, c'est la femme du roi Hunéric, qui était la fille de l'empereur Valentinien III, Eudoxia, qui a quitté après 17 ans de mariage Hunéric, ainsi que son beau-père Jean Séric, qui était toujours vivant, pour rejoindre Constantinople. Et disent deux auteurs grecs tardifs, ils disent « Elle ne supportait plus que son mari soit arien, au bout de 17 ans. » Ouais. Bon, ce qui peut être intéressant, c'est un autre axe qui est à suivre à mon avis, c'est s'il y a eu en Corse, s'il y a pu y avoir en Corse des réfugiés venus d'Afrique pendant l'administration vandale à Carthage. Auquel cas, il s'agirait d'une immigration sélective, puisque ce seraient des Nicéens, c'est-à-dire des catholiques, fuyant une autorité vandale arienne en Afrique. Auquel cas, ça pourrait donner une image assez catholique de la Corse, dans la mesure où ces gens seraient accueillis. Autrement, ça coïncide assez bien, le 5e siècle, avec les épiscopats. Si on prend la Gaule, il y a un certain nombre de cités dont les premiers évêques sont historiquement attestés au fin 4e et début 5e siècle. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aurait un quelconque retard. Le fait est que la christianisation suit des dynamiques et des progressions qui sont très diverses selon les régions. Alors peut-être qu'on peut aussi procéder par comparaison pour essayer de comprendre quelle était la situation de la Corse au 5e siècle. Qu'est-ce que l'on sait de la présence des Vandales, par exemple aux Baléares, ou éventuellement dans d'autres îles qui étaient considérées comme faisant partie de l'ère vandale? Oui, le problème, c'est qu'on n'en sait presque rien et qu'on est presque toujours aux suppositions. Et puis quand les suppositions se répètent dans les livres, ça devient comme des fantômes de certitude. Alors c'est ainsi que les Vandales sont devenus des pirates de léger de l'Adriatique, de la Tyrrhénienne, installés dans les Baléares, en Sardaigne, en Corse, en Sicile, en Italie du Sud et dans le Péloponnèse. Donc là, je pense qu'il faut faire très attention et reprendre complètement le dossier pour éviter de se perdre. Et ce que je sous-entendais tout à l'heure, ce serait une mission idéale pour un master. Merci. Question toute simple, bon, puisqu'on ne peut pas se fier aux sources, je dirais, occidentales, construites très tardivement, etc. Le royaume vandale n'avait pas d'archives, enfin, son administration n'a pas laissé de traces écrites. En Afrique, oui. En Afrique, oui. Mais ne faisant aucun état d'une politique insulaire. Non. Oui, non, donc non. c'est ouvert. C'est essentiellement de la documentation de type agraire qu'on a en Afrique, comme les fameuses tablettes Albertini, qui montrent que les contrats, en fait, la présence vandale n'a pour ainsi dire rien modifié aux usages agraires de l'Afrique du Nord. Alors, j'avais lu justement dans quelqu'un qui a écrit un ouvrage sur la propriété arboricole en Corse, faisant référence
aux usages collectifs de la terre en Corse, en disant que en fait, c'était un héritage apporté par les Vandales. Là aussi, pur... Est-ce qu'ils avaient des usages de ce type ou ils avaient des usages de propriété privée Oui, en fait le Vandale rôde dans l'histoire corse, et ce serait bien de pouvoir ramener ça aux réalités, à des réalités, parce que effectivement, il y a tout un légendaire qui peut très vite galoper sur ces choses-là. Ouais. Peut-être une autre réflexion, puisqu'il apparaît que ce que l'on appelle vandale, c'est limité à une communauté qui, au mieux, était de 80 000 personnes qui ont migré. Et comme ça a été très bien démontré dans la péninsule ibérique, au bout de 2-3 générations, ces populations sont intégrées, on va dire, par rapport au reste de la communauté. Donc en dehors du signe distinctif qui est la religion, qui a toujours été un trait pour ces peuples germaniques, avec l'arianisme, est-ce que justement par rapport à la Méditerranée, et la question qui se pose pour la Corse, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, en étant sur une approche beaucoup plus du temps long, évoquer les rapports avec plutôt le monde berbère, qui devait constituer l'essentiel des marins, étant donné que chez les Vandales, il y avait à l'évidence très peu de marins à l'origine, pour ne pas dire aucun. Donc est-ce que c'est un élément qui fait partie, je dirais, des recherches actuelles, d'évoquer justement ces relations entre des populations qui ont des relations depuis des temps beaucoup plus anciens, plutôt que d'insister sur un côté qui serait à ce moment-là plus événementiel, en évoquant les administrations vandales ou autres? Oui, ça c'est la démarche qu'a adoptée Yves Modérand lorsqu'il a écrit sa thèse sur l'Afrique du Nord. Il a choisi la longue durée pour bien montrer la coexistence entre les Berbères, les Grecs, les Romains, les Phéniciens. Enfin, il a montré aussi que l'Afrique du Nord, dans laquelle les Vandales se sont installés, était déjà quelque chose de très métissé. Et après, moi je pense que on a besoin de trouver des documents pour avancer. Documents archéologiques principalement, parce que les textes, on en a un peu fait le tour. Encore faut-il les rappeler pour indiquer ce qu'ils ne disent pas. Ça c'est important. Et moi, je pense qu'il faudrait ouvrir des chantiers de fouilles. C'est ça la tendance cruciale. Peut-être pour terminer, s'il n'y a pas d'autres questions, évoquer aussi des perspectives pour la recherche, et puis surtout de rappeler un peu une sorte d'état des lieux. On en a parlé hier, mais en fait, j'allais dire de manière un peu dure, qui s'intéresse au Vandale aujourd'hui? Puisque les historiens français, je dirais, s'y intéressent très peu, en dehors d'exceptions remarquables, parce que c'est pas je dirais, l'ère, je dirais, de la France actuelle. C'est sous forme de ricochet. Oui. Je pense que les chercheurs français se sont intéressés aux Vandales parce qu'ils s'intéressaient à l'Afrique. Le fait est que la Tunisie, le Maroc et l'Algérie ayant fait partie de ce qu'on appelait l'Empire français, il y a eu une génération d'universitaires comme Le Pellet ou Chastagnol qui ont enseigné à Alger ou à Tunis, et il y a eu une génération d'universitaires français qui se sont intéressés à l'Afrique romaine pour cette raison, et qui sont tombés sur les Vandales
par cela. Maintenant, il faudrait effectivement que l'on puisse s'intéresser aux Vandales en tant qu'eux-mêmes. Mais la question qui se pose, c'est qui va s'y intéresser? Les Allemands, parce que les Vandales sont réputés être des Germains. C'est vrai que les Allemands s'intéressent plus aux Vandales que les Français. C'est vrai. Oui, puis il y a un autre élément, c'est que le pays qui devrait s'y intéresser le plus, c'est la Tunisie. Et de fait, les historiens privilégient d'autres périodes pour des raisons, je dirais, contemporaines. Parce que justement, c'est une phase qui est, on va dire, pré-islamique. Oui. Et dans ces conditions, de s'intéresser à une période qui est en dehors finalement de leurs préoccupations du moment, leurs préoccupations majeures, c'est certainement une des raisons qui fait qu'il n'y a pas une dynamique particulière au niveau de la recherche sur cette période. Les Espagnols aussi. Les Espagnols, oui, pour le Sud. Oui. Le Sud et pour les Baléares. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu justement parler de cette période qui est une période si méconnue, mais qui représente un grand intérêt pour la Corse, même s'il y a peu d'éléments au niveau des sources, on l'a dit. Alors, vous savez qu'on va avoir un grand spécialiste allemand qui va venir au mois de février pour nous parler de la question vandale plus directement. Et c'est pour cela qu'il y a un fil conducteur dans cette réflexion. On voit que l'histoire de la Corse est souvent, et même trop souvent, j'allais dire, un peu une histoire à trous. C'est-à-dire qu'il y a des périodes qui sont extrêmement peu étudiées. Pour l'Antiquité, la période de domination des Syracusains, par exemple, entre on va dire le 4e et le 3e siècle avant notre ère. Et là, il y en a une autre, effectivement, c'est cette période qui va du 5e au 7e, 8e siècle, qui pose énormément de questions et qui, évidemment, soulève également des questions. On a évoqué rapidement la question de l'éducation, de la part qu'il y a pour cette période dans les programmes et dans les manuels d'enseignement. Mais il y a également aussi des possibilités en termes de valorisation, en termes d'approche du patrimoine, qui pourrait être beaucoup plus original. Voilà, donc je voudrais, au nom de vous tous, remercier encore une fois chaleureusement donc, le professeur Lançon de nous avoir fait le grand plaisir de venir nous expliquer justement ce 5e siècle, en espérant qu'il y ait des prolongements, et notamment dans le cadre de l'organisation de oui, tous mes voeux vous accompagnent. Erami giovanotti in cerca di scambiare a volti patrioti, valori a cristallo, un sogno cittadella, un buli a stanciare, un'idea zitella di tempi fa.